nos sympathies et condoléances pour les familles des victimes dans ces attentats terribles. Je suis révoltée de voir notre premier ministre qui, comme d'habitude, avec ses formules creuses, des lieux communs, des choses qu'on utilise pour être poli. Qu'il aille donc les abattre, ces gens-là. Le Canada se doit, en tant que membre de la communauté internationale, de faire tout ce qu'on peut à l'échelle internationale pour contrer cette montée du terrorisme. Les gens de la famille, les proches, notre cœur est avec vous et on reste ensemble unis malgré la douleur. Merci. Philippe Couillard et Justin Trudeau ont réagi chacun à leur façon à l'annonce de la mort de 6 Québécois dans l'attaque terroriste au Burkina Faso. Justin Trudeau, on vient de l'entendre, a essuyé de vives critiques de la part des familles qui ont été touchées par ce drame. Daniel, Tasha, Michel, bonsoir à vous trois. Contente de vous retrouver? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors, certains ont accusé le premier ministre Trudeau d'avoir manqué, disons, d'empathie dans cette affaire. Michel, est-ce que Justin Trudeau a été à la hauteur des événements selon vous? Non, franchement non. Et ça s'était produit à peu près de la même façon, souvenez-vous, lors des attentats de Paris. M. Trudeau n'avait pas trouvé le ton ni les mots et ça a été la même chose. Écoutez, quand le conjoint d'une victime là, ferme la ligne au nez du premier ministre parce qu'il trouve que ses propos sont insignifiants, ça veut dire qu'il c'est poche. Alors, non, je pense que M. Trudeau n'a pas trouvé le ton, n'a pas trouvé l'endroit non plus. Aller faire ses commentaires dans une mosquée à Peterborough, parler d'islamophobie, c'était pas approprié. Et moi, ça me donne l'impression, au-delà de l'incapacité, disons, de M. Trudeau à exprimer son empathie, ça donne l'impression qu'il n'y a personne autour de lui, il n'y a pas de Québécois, de francophones pour lui dire, écoute, là, c'est un drame, là, ce qui se passe au Québec, là, on va laisser faire la mosquée, puis on va s'en aller à Québec. Et je pense que ça va être un problème permanent si personne lui donne le feeling de ce qui se passe au Québec. Par rapport à ça, M. Couillard, lui, était à Québec. Bon, évidemment, c'est dans l'ordre des choses, mais a trouvé vraiment le bon ton, les bons mots, comme d'ailleurs il l'avait fait lors des attentats de Paris. Il a su mieux comprendre l'émotion que ça suscitait. Beaucoup mieux et traduire la sienne. Oui. Tasha, évidemment, ces attentats n'ont pas eu tout à fait le même écho dans le reste du pays, mais est-ce que la réaction de Justin Trudeau, d'après vous, était appropriée? Bien, il y en a qui l'ont critiqué, donc moi, et pour des raisons que Michel a dit, mais aussi le fait que dans ce cas-ci, M. Trudeau, s'il allait rester à la mosquée, il avait une occasion parfaite de faire appel à la communauté musulmane dans cette situation et dire, écoutez, on est tous contre le terrorisme ensemble. Vous avez votre partie à jouer pour contrer l'islamisme, pas l'islam, mais les radicaux, les fondamentalistes. Il aurait pu utiliser cette occasion essentiellement pour rassembler tous les Canadiens, y compris la communauté musulmane, contre ce fléau. Mais il l'a pas fait et il n'a pas dit qu'on va non plus poursuivre en justice ceux qui ont pris la vie à ces 6 Québécois à Ouagadougou et ensuite aussi à Jakarta. Alors vraiment, il a manqué sur plein de points. Et de plus prendre 3 jours, je pense, pour appeler la famille après qu'il était à Davos aussi, c'est un manque. Il aurait dû faire ça avant qu'il était parti. Daniel, la famille des victimes a aussi critiqué Justin Trudeau pour la position du Canada dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre l'État islamique. On a entendu Mme Carrier là-dessus. Mais c'est clair, le gouvernement n'a pas l'intention de changer de cap. Là. Il maintient sa politique. Écoutez, officiellement, oui, sauf qu'il y a un flou dans cette politique, et je suis poli, dans cette politique des affaires étrangères du gouvernement Trudeau. On sent que on ne sait pas trop où on s'en va. On sent qu'il y a des hésitations. Les décisions originales, c'était de retirer les chasseurs de l'Irak et de la Syrie. Et ils sont encore là. Ils seront probablement là jusqu'à la date d'expiration prévue, c'est-à-dire fin mars. Il y a un flou dans cette politique-là. On sent chez Justin Trudeau un malaise quand il est question d'affaires internationales. C'était vrai vers la fin du régime Harper, quand le gouvernement conservateur prenait des décisions importantes sur la sécurité. Ça a été vrai pendant la campagne électorale. Ce l'est depuis qu'il est premier ministre. On comptait beaucoup sur Stéphane Dion, un ministre d'expérience qui a une bonne connaissance des affaires étrangères, pour donner une direction ferme, précise, claire à cette politique étrangère. On l'attend toujours. Parce que lui aussi tarde un peu à réagir, a tardé un peu à réagir là-dessus.
Est-ce que, Tasha, ce qui ne complique pas les choses, c'est aussi le fait qu'on ne sache pas vraiment ce qui va se passer ensuite? Parce que si le gouvernement dit que le Canada va agir plus du côté humanitaire, va peut-être faire de la formation en Irak, mais on ne sait pas vraiment encore ce qu'on va faire. Non, et de plus, c'est un peu ironique. M. Trudeau va enlever nos avions de chasse, mais en même temps, ça veut dire qu'on va augmenter notre capacité sur le terrain, ce qui mettrait potentiellement en péril des soldats canadiens qui se trouveraient dans la ligne de tir. On a vu ça déjà, malgré le fait qu'ils ne sont pas supposés de s'engager avec l'ennemi. Ça arrive parfois, c'est arrivé, parce qu'ils sont en position d'entraîneur dans des situations qui peuvent devenir des situations de guerre d'une minute à une autre. Alors, c'est dans un sens contradictoire que M. Trudeau nous retire de l'action sur un front, mais il met en péril peut-être les Canadiens sur un autre. Michel, est-ce que certains ont aussi dit que le gouvernement semblait avoir un peu de mal à s'ajuster à la réalité? Parce que bien sûr, cette prise de position, ça a été fait avant les attentats de Paris, avant les attentats de Ouagadougou. Est-ce que certains se demandent s'il n'y a pas lieu, justement, d'ajuster la politique à ce moment-là? Bien, écoutez, pendant la campagne électorale, M. Trudeau a beaucoup joué sur la nostalgie du pacifisme et du bon ententisme canadien de l'ère de Lester B. Pearson et de son père aussi. Et c'était relativement facile de jouer les gérants d'estrade à ce moment-là. C'est de bonne guerre quand on est dans l'opposition. Mais là, il est au pouvoir et la réalité est que le Canada et le monde d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celui de l'époque de Pearson et de Trudeau père. Et ça, il doit en prendre acte. Là, c'est la deuxième occasion qu'il a. Il y avait eu les attentats de Paris. Là, il y a Ouagadougou et Jakarta. Il y a eu deux occasions de rajuster le tir, de dire, écoutez, il va falloir en finir avec l'État islamique. C'est vrai, j'avais dit que... Mais, je me rends compte qu'il n'y a pas d'autre solution que d'intervenir militairement. Et les Canadiens comprendraient parfaitement et applaudiraient, je pense. Oui. Même s'il faut rappeler quand même que ces attentats, ils n'ont pas été revendiqués par l'État islamique, mais par un autre groupe djihadiste. Oui, tout à fait. Mais tout le monde comprend que la première menace terroriste actuellement vient de l'État islamique. Et je pense que M. Trudeau devrait en prendre acte. Je veux juste parler un petit mot de Davos, parce que là aussi, il semble y avoir peut-être un décalage entre ce que dit M. Trudeau là-bas, que tout va bien, que les gens doivent venir investir et tout ça. Et pendant ce temps-là, on sent bien qu'ici, au pays, la situation n'est pas rose-rose, la Tasha. Oui, pas du tout. Et même le maire Nenshi a critiqué, le maire de Calgary, M. Trudeau, quand il a dit qu'il faut plus... Qu'il n'est pas un conservateur, quand même, M. Nenshi. Non, et d'habitude, je ne suis pas un allié de M. Trudeau, mais quelqu'un qui est plus favorable à lui politiquement. Et il a critiqué le fait que M. Trudeau a dit qu'il faut miser non sur les ressources, mais sur, qu'on en dit en anglais, resourcefulness, c'est-à-dire le savoir des Canadiens, le savoir-faire. C'est sûr que oui, l'économie du savoir, c'est important, l'économie Internet, c'est important, mais les ressources aussi, c'est important et on ne peut pas négliger ça. C'est un domaine cyclique. On sait qu'un jour, ça va revenir, malgré les aspirations de Leonardo DiCaprio, mais on a toujours besoin du pétrole. Alors, disons-le. Daniel, est-ce qu'on n'en demande pas trop au gouvernement de prendre ces décisions-là? Parce qu'ils viennent d'arriver au pouvoir quand même, ça fait juste 3 mois. Est-ce qu'on ne doit pas leur donner une chance? Ça fait 3 mois, mais depuis 3 mois, le dollar canadien a perdu 10 cents. Le prix du baril de pétrole est passé de 46 à 29 $. La Bourse de Toronto a perdu presque 2000 points. Le Fonds monétaire international vient d'évaluer la croissance du Canada pour les prochaines années. Évidemment, ce n'est pas la faute de Justin Trudeau. On ne peut pas lui dire c'est votre faute si le dollar a perdu autant de valeur, etc., etc. Sauf que à partir de maintenant, la balle est dans ses mains. C'est à lui de jouer, c'est à lui de démontrer aux Canadiens qu'il est capable de relancer cette économie qui est très, très, très mal en point. Et il va falloir beaucoup plus que... Il a fait un joli discours hier à Davos, je vous le concède. C'était plein de belles formules, très bien écrit. C'est un peu racoleur, sauf qu'il n'a rien dit de très nouveau. Tasha l'a mentionné, on passe de l'économie basée sur les ressources naturelles à une autre économie, mais laquelle? Donc, il y a un gros défi. Tout le monde est prêt à donner sa chance aux coureurs jusqu'au budget. Et c'est à ce moment-là qu'on portera un jugement sur la direction économique que M. Trudeau veut donner au Canada. Très bien. Alors, passons maintenant au PQ, dont le caucus s'est terminé aujourd'hui à Saguenay. Ce qui semble surtout avoir retenu l'attention, c'est toute la controverse suscitée par l'Institut de recherche sur la souveraineté.
son financement et la réaction de Pierre-Carl Péladeau. Alors, Michel, expliquez-nous un peu l'enjeu, parce qu'il y a des organismes de ce type qui existent du côté fédéral, pour le fédéralisme. Est-ce qu'il y a un problème ou pas que Pierre-Carl Péladeau dise qu'il va financer lui-même cet institut? Bien, il y a un problème si cet institut-là est un appendice du Parti québécois. À partir du moment où c'est le chef qui annonce qu'il va créer un institut, il semble qu'il soit celui qui désigne aussi les membres du conseil d'administration, et là, il veut le financer. Alors, c'est difficile, quand on présente la chose de cette façon-là, de dire que c'est un institut indépendant du Parti québécois, et c'est là que le bas blesse. Si c'est une émanation du PQ, il sera soumis aux règles de financement des partis politiques, c'est-à-dire des contributions maximum de 100 $ par individu, y compris M. Péladeau. Si c'est un institut indépendant, en tout cas en théorie, ça peut avoir le statut d'œuvre de bienfaisance, comme l'idée fédérale, le think tank fédéraliste dont tout le monde parle. Tout le monde peut y contribuer sans limite et ça donne même droit à des déductions d'impôts. Mais pour ça, il faut que ça ait l'air au moins les apparences d'un institut indépendant. Si M. Péladeau avait confié la tâche, mettons, à l'organisme, l'organisation des organismes unis, le oui, enfin les successeurs du Conseil de la souveraineté, il n'y aurait probablement pas eu de problème. Donc, il a peut-être été malhabile là-dessus? Oui, je pense qu'il a manqué de finesse. Et là, il s'enfarge. Tacha? Bien, il devrait savoir mieux. Écoute, M. Péladeau a donné plein d'argent quand il n'était pas politicien à l'Institut Fraser et l'Institut économique de Montréal, je le sais, parce que j'ai vu ces chèques-là quand j'étais là, puis il connaît les règles du jeu. Si tu veux être indépendant comme organisme, tu ne peux pas être lié à un parti politique. Le but d'un organisme de recherche comme ça, c'est qu'ils sont apolitiques. Ils reçoivent des contributions, dans le cas du Fraser, par exemple, du monde des affaires, dans le cas de l'Institut Broadbent, des syndicats, mais pas de parti politique, parce qu'autrement, tu n'as aucune indépendance. Et alors, il le connaît très bien, cela. S'il veut faire ça, qu'il le consacre à un organisme indépendant, même une université, l'UQAM pourrait chapeauter ça, n'importe quoi, mais pas le parti, ni lui personnellement. Daniel, il y a aussi la réaction de Pierre-Carl Péladeau dans tout ça. Oui, c'est spécial, ça, sur Facebook. Très, Oui. Ouais, Mais les poursuites ou les menaces de poursuite ou les intentions de poursuite. Trois choses. Sur est-ce que Pierre-Carl Péladeau peut financer l'Institut? Moi aussi, comme bien d'autres, ça m'agace qu'il songe à le faire. Mais attendons de voir ce que dira le directeur général des élections là-dessus. Je ne pense pas qu'il se soit encore prononcé. Deuxièmement, est-ce que ça devrait être reconnu comme une œuvre de bienfaisance? Non, pas plus que l'idée fédérale. Je suis convaincu que les gouvernements, il y a des œuvres de bienfaisance qui ont bien plus besoin de crédits d'impôt et d'argent que ces deux organismes, qui sont tout à fait légitimes. On a le droit de promouvoir sa cause, mais dans un cadre qui n'a rien à voir avec les œuvres de bienfaisance. Et troisièmement, pour ce qui est de la réaction de M. Péladeau, écoutez, on s'attend d'un chef de l'opposition à ce qu'il ait une certaine, je cherche le bon mot, mais qu'il s'élève au-dessus de la mêlée, parce que si à chaque fois qu'on le pique un peu, il réagit comme il l'a fait depuis 2 ou 3 jours, il va trouver le temps long. Michel? Ouais. Oui, je pense que le mot que Daniel cherchait, il faudrait qu'il y ait le flegme nécessaire pour un chef d'opposition. Et écoutez, moi j'ai l'impression que, en particulier de la part de M. Fournier, on cherche simplement à faire grimper M. Péladeau dans les rideaux et il tombe dans le panneau à chaque fois. Et ça devient un problème. Je suis convaincu que dans son entourage, on s'arrache les cheveux de voir la façon avec laquelle il a réagi. Il va falloir qu'il apprenne à se contrôler. Mais et là, qu'il s'en prenne à Power Corporation, à certains chroniqueurs politiques sur Facebook, c'est assez... Là, vraiment, ça dérape complètement. Mais là, on est dans un débat politique. Alors, on n'argumente pas avec des menaces de poursuite et des mises en demeure dans un débat politique. Mais c'est ironique aussi ce qu'il fait quand il est sur son Facebook, quand il s'attaque à la famille Desmarais et Power Corp. Écoute, lui, il veut pas qu'on s'attaque à lui, met en demeure la CAQ, il menace de mettre en demeure qui que ce soit. Et là, il attaque les autres. Est-ce qu'eux, ils devraient lui poursuivre? Mais là, il attaque la presse et ses chroniqueurs qui disent essentiellement ce qu'on a dit tous les 3 ce soir. Là. Exactement. J'attends ma mise en demeure, moi. Voilà. Ouais. Mais en terminant, Daniel, qu'est-ce que ça nous dit sur ce qui se passe au Parti québécois en ce moment? Écoutez, il me semble y avoir un malaise. Il me semble que M. Péladeau est encore
en train d'apprendre à comment faire de la politique. C'est un long apprentissage, c'est pas évident. Certains hommes d'affaires, Paul Martin, pour ne pas le nommer, n'a jamais réussi à l'apprendre. C'est pas facile. Mais pour ce qui est des poursuites, moi, pour avoir vu 30 ans de débats politiques, c'est tous les députés qui se sont lancés ce genre d'insultes avaient été poursuivis. Les prisons seraient pleines. Et les avocats seraient riches. Oui. Ah oui, C'est aussi. ça. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Beaucoup Avec de sujets plaisir. de discussion Bonsoir. à cette rentrée. Merci. Au revoir. Et dimanche à 11h, aux coulisses du pouvoir, Emmanuel Latraverse s'entretient avec la ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée.